Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu copier ma voix. Je vous parle donc depuis mon clavier pour vous introduire cet épisode hors série. Après un peu plus d'1 an d'existence, je vous propose un petit best-of de Data Driven 101. Alors, est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data ? David Elkaïm, Sales Director de Bright Data. En fait, les données web, c'est énorme. C'est le nerf de la guerre. C'est un vrai game changer, en fait. Tu peux vraiment prendre des décisions stratégiques qui changent, en fait, la face des choses, tu veux, pour ton business, et t'en as besoin. Aujourd'hui, tu peux plus, en fait, faire sans ces données. Et moi, ce que j'aime, en fait, là-dedans, si tu veux, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un réel impact. On voit tous les jours les entreprises qui viennent nous voir en disant, mais en fait, on a pris des décisions qu'on n'aurait jamais prises à l'avance. Avant, par exemple, on avait fait un test, c'est un truc qu'on utilise souvent dans nos présentations. On avait pris un produit, un micro-ondes, on vérifié sur plusieurs plateformes, toutes les heures, la même page, si tu veux, de ce même produit, en fait, sur les 3 ou 4 différentes places de marché. On avait collecté les données pour voir, en fait, ce qui se passait. On s'était aperçu, en fait, que sur une place de marché, le prix était resté le même toute la journée. Sur une autre place de marché, le prix de ce même micro-ondes, il avait changé 3 fois à des heures précises. Et sur l'autre, il avait changé 9 fois, tu vois. Ça, c'est des données, en fait, si tu veux, quand tu sais pas qu'elles existent, tu sais même pas que tu peux prendre des décisions qui sont liées à ça. Tu sais pas qu'en fait, toi, tu dois aussi peut-être adapter tes produits, etc. Donc, on a vraiment un impact, en fait, si tu veux, quand on collecte les données pour les clients, quand on leur donne des idées, tu vois. Et puis, c'est une entreprise aussi qui est en croissance exponentielle. On a démarré en mode start-up. On a mis en place aujourd'hui des process qui ont rien à envier aux grandes entreprises, notamment dans mon métier de sales, où avant on travaillait avec des Excel et aujourd'hui on a des process de vraies entreprises avec des territoires chacun, avec des niveaux différents, etc. Paul Maher, directeur général de Kudak. Un truc qui pour moi est extrêmement important, ça vaut pour tout ce qui est data, mais c'est aussi très important dans tout ce qui est travail de manière générale, c'est que la manière de penser input-output, c'est extrêmement important. Même si tu fais pas de data, c'est un truc qui est extrêmement important. Et ce que tu veux, c'est toujours minimiser les inputs et maximiser les outputs. Et donc ça, c'est un truc qui, je pense, est extrêmement important. Quand on fait de la data, c'est un truc qu'il faut toujours avoir en tête. Par exemple, sur le genre de CRM qu'on a fait en interne, j'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait l'input minimal possible de la part des équipes et tout, qu'ils aient vraiment le moins de trucs à faire possible et que tout se génère automatiquement. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Pour l'adoption générale et pour avoir des process qui durent dans le temps. Parce que plus tu as d'input, plus tu vas avoir besoin de travail pour que le process il reste valable. Plus en fait, il va très vite s'essouffler. Et voilà. Si tu as juste un truc à faire par mois, en fait, tu peux le faire pendant des mois, ça te pose aucun problème, quoi. Hamza Tajmouati, Head of AI et Data chez Ictos. La simplicité. Quand on peut faire simplement, faisons simplement. Il faut essayer les solutions simples d'abord. Et s'il faut complexifier pour aller chercher mieux, oui. Mais toujours commencer par le plus simple. Ça, c'est une première opinion. Deuxième opinion qui est liée au produit, mais ça, tous les gens qui ont bossé dans des produits, il faut itérer. Il faut accepter de donner un produit avec tous les défauts du monde à un client pour avoir un retour. Les bons retours, pas ceux qu'on imagine. Les bons retours, exactement. Mais même les critiques, c'est pas grave. Ça te pousse à itérer, à améliorer. On peut avoir cette envie, mais non, mais il y a plein de défauts, il y a ça qui manque, mais je suis en train de travailler sur quelque chose qui va être encore mieux. Et non, attends, non, il faut donner. Il faut sortir son produit, il faut itérer. Hugo Lim, Head of Data chez Matera. Alors j'ai une opinion sur DBT. C'est un outil, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de transformer la donnée dans des data warehouse. Donc on écrit des requêtes SQL et ça crée des tables de données. Et c'est avec ça qu'on construit, qu'on modélise toute la donnée là. C'est un outil qui est super, qui est utilisé par tout le monde. Mais je pense que c'est un outil qui sera remplacé dans les 5 prochaines années. Pourquoi ? Parce que il a permis de lancer vraiment un nouveau paradigme où en fait on écrit dans toutes les modélisations SQL et c'est fait par des personnes dont c'est le métier et qui sont pas forcément des data engineers de base. Mais je pense qu'on est vraiment qu'au début de ce qu'on peut faire en termes de qualité d'outils pour faire ces transformations de données. C'est un outil qui est quand même très verbeux, donc on a besoin d'écrire beaucoup en plus de la requête SQL, on doit écrire un fichier YAML qui décrit tout ce qu'on fait. Et il comprend pas forcément lui-même tout seul ce qui va se passer dans une requête SQL, c'est vraiment à nous de lui décrire. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Il y a des outils qui se lancent sur le marché. Il y a SQL Mesh par exemple et plusieurs outils qui permettent de faciliter la vie du analytics engineer, donc la personne qui modélise les données. Et donc je pense qu'on va avoir des outils bien mieux dans les 5 prochaines années. Peut-être que ce sera DBT qui aura changé complètement de version et que ça aura plus rien à voir, mais je pense qu'on aura mieux.
Arthur André, cofondateur de Praise. Je vais peut-être me répéter un petit peu, mais c'est ce que je disais un peu avant sur l'IA. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA en tant que telle. C'est encore très nouveau. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, qui vont s'améliorer. Ça va devenir de plus en plus accessible et facile à utiliser. Aujourd'hui, tout le monde peut se prendre un compte ChatGPT, faire des requêtes, lui soumettre de la donnée pour faire des résumés de données complexes, pour croiser des sources de données différentes. Et c'est très très bien que ça soit accessible au plus grand nombre. Et au contraire, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut l'essayer. Il faut se rendre compte des limites aussi de cette techno, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, nous, notre prompt, il fait plusieurs centaines de lignes. Là où on pensait qu'en fait, il suffisait de dire ChatGPT, résume-moi ce call. Ben non, ça marche pas. Et donc en fait, le plus important, c'est d'apprendre à comprendre l'intelligence artificielle, à la maîtriser, à essayer. Et la vraie compétence qui va être utile dans le futur, c'est ça, c'est maîtriser l'intelligence artificielle pour s'en servir de façon concrète. Mais je pense pas qu'il faille avoir peur de se faire remplacer par ChatGPT. Nathaniel Ruiz, Research Scientist chez Google Search. Je pense que je peux partager une opinion sur la recherche de modèles génératifs d'images. C'est que maintenant, je pense que les diffusion models sont super forts et ça nous a donné un aperçu de ce qu'on peut faire avec ces modèles. Mais je pense que il y a probablement des modèles qui sont meilleurs que les diffusion models, soit des nouveaux modèles qui peuvent être créés bientôt, ou soit des modèles qui existent déjà, mais qu'on n'a pas réussi à harness à 100%. Et du coup, en fait, peut-être pas plus puissant, mais en fait, meilleur dans d'autres caractéristiques. Par exemple, les diffusion models sont assez difficiles à contrôler de beaucoup de façons, en fait. Et aussi, temps d'inférence est assez lent. Même si tu fais un distilled model, tu fais beaucoup de forward pass chaque fois pour générer des images. Et du coup, le fine-tuning aussi est lourd, etc. Du coup, je pense qu'il y a une chance de voir si les autres modèles peuvent être aussi bons que diffusion models. C'est intéressant pour moi, je pense. Les GAN, par exemple? Oui, peut-être les GAN. En fait, les GAN ont des propriétés qui sont très intéressantes. L'inférence est très rapide et le latent space est très facile à naviguer. Mais peut-être les choses intéressantes aussi font que ils soient pas aussi bons que les diffusion models pour l'instant. Quentin Dubois, CTO de OSS Venture. Il y a beaucoup d'entreprises qui se focalisent sur mettre en place de la generative AI, faire du ML, etc. Mais généralement, ce que j'ai pu voir, c'est que le data flow donné et humain est généralement assez pauvre. On leur demande de remplir des dizaines de formulaires pour contrôler des process. On leur dit pas pourquoi on le fait, j'en reviens au pourquoi. Et généralement, on les aide pas à le faire, surtout dans le milieu professionnel, alors que tous les jours, ils sont incentivés par des Facebook, des Instagram, des Google, des TikTok, avec des interfaces mais extrêmement bien pensées pour eux, pour leur donner envie de partager la donnée. Et si on avait, entre guillemets, le même effort vis-à-vis des B2B software, je pense que la qualité de la donnée, elle serait bien meilleure et les gens seraient bien plus contents de travailler au jour le jour. Donc je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important à améliorer là-dedans. Tu penses que les softwares ne sont pas assez faciles à intégrer ou est-ce qu'on fait pas assez l'effort d'intégrer les C'est pas une question d'intégration. La question d'intégration, c'est des problématiques d'équipe IT, à savoir comment on arrive à faire parler de logiciels. C'est plutôt des problématiques du X, donc de user experience. Aujourd'hui, on n'est jamais formé pour utiliser TikTok ou Airbnb. Ouais. Les gens ou la SNCF, même si dernièrement ils ont fait un changement qui certaines personnes n'ont pas bien compris, mais on n'a pas de formation. Hugo Palmer, manager data chez Blablacar. Peut-être sur la gestion de projet, je trouve que le plus possible, il faut permettre aux développeurs de le faire et pas au manager de le faire lui-même. Pour plein de raisons, parce que ça permet de dégager du temps au manager et pour se recentrer sur des sujets plus stratégiques. Et aussi et surtout parce que ça permet aux développeurs data qui souvent n'ont pas des grosses expériences de gestion de projet de se développer sur ça, soit pour qu'à long terme ils deviennent PM par exemple ou manager eux-mêmes, soit pour simplement rajouter une corde à leur arc. Marie-Ramon Daré, chef de projet design et innovation pour Ecolab. C'est important d'identifier les bonnes données, de pouvoir les quantifier, les utiliser de sorte à avoir un bon suivi du projet, une bonne mise en œuvre de ce projet-là et surtout pouvoir qualifier l'impact à chaque étape du projet. Mais plus globalement, je dirais que la donnée a vraiment une forte valeur ajoutée, notamment pour la conduite, on le voit, de nos politiques publiques, notamment pour le ministère de l'écologie où il y a beaucoup à faire, de forts enjeux dans les prochaines années, si on veut justement
vraiment arriver aux objectifs que l'on s'est fixés. Et un autre apprentissage donc du projet du Green Data for Health et également des projets menés à l'Écolab. Tout projet autour de l'innovation, du numérique, de la donnée, à mon sens, doit être porté par une communauté d'acteurs et cette communauté d'acteurs doit être structurée dès le début du projet pour permettre d'identifier les besoins les plus prégnants, développer une solution, une offre de service, un produit qui sera le plus à même de répondre à ces besoins-là et avoir des utilisateurs, des contributeurs aux solutions qui vont être mises en place. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier que tu as aujourd'hui ? Alors, j'allais dire sauver le monde, c'est un peu la mission qu'on se donne quand on est au ministère de l'écologie. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation, mine de rien, quand je me lève tous les matins, quand j'avance sur les travaux du Green Data for Health ou d'autres projets qu'on porte à l'Écolab. Jean-Philippe Couturier, fondateur de Wooz. D'abord, nos clients sont, je le dis et je le répète, plutôt des ESN, des sociétés d'ingénierie ou des sociétés de conseil qui ont toujours travaillé avec la compétence. Donc, ces gens c'est une industrie qui a une conscience plus aiguisée de l'importance de la compétence et de l'importance de la gestion de la compétence, de l'upskilling, du reskilling et vraiment de ces compétences qui changent tout le temps. Le propre d'une société de service, c'est de fournir à ses clients les talents qui comprennent les technologies dont elles ont besoin. Et donc, ces technologies, elles sont plutôt nouvelles. Donc, c'est un sujet qu'elles maîtrisent plutôt mieux que la moyenne. En revanche, c'est une industrie qui s'est peu digitalisée sur ce sujet et donc qui se digitalise aujourd'hui. Je pense que les gens découvriront pas des choses dans 10 ans. En revanche, je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura mis en œuvre ce que tout le monde écrit aujourd'hui, mais que personne ne fait, ou très peu. C'est ce qu'on appelle le passage de job-based à skills-based organization. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont une fiche de poste, ils ont un poste, ils travaillent sur ce poste. Et en fait, de plus en plus, on découpe les besoins, on découpe l'entreprise en projets, en besoins sur des tâches, et on va allouer les meilleures compétences, les gens qui ont la meilleure compétence pour faire ces projets ou pour faire ces tâches. Et ça change vraiment les modes d'organisation. Il y a beaucoup de papiers qui ont été écrits par des gens comme McKinsey, comme Deloitte, comme Capgemini, etc. sur le sujet. Et je pense vraiment que aujourd'hui, c'est beaucoup sur le papier. Je parle pas dans ces sociétés de services qui, elles, vraiment fonctionnent déjà sur ces skills-based organization pour partie, mais pour le reste des industries. Et on va de plus en plus pointer la compétence parce que on est sur des marchés qui s'hyper spécialisent, parce que le rythme va être de plus en plus rapide et qu'à un moment donné, on a besoin de gens extrêmement compétents sur telle ou telle technologie. Et donc, ce fait de gérer la compétence grâce à l'IA, parce qu'en plus, encore une fois, on avait vraiment du mal à le faire sans IA. C'est très coûteux et c'est partiel, mais je pense qu'on va accélérer très fortement sur les 10 prochaines années la gestion de la compétence au sein de l'entreprise qui devient un challenge absolument incroyable. On considère maintenant que la compétence est une monnaie. Et en fait, il y a beaucoup de papiers du World Economic Forum qui montrent que la compétence aujourd'hui est une monnaie et elle a toutes les caractéristiques d'une monnaie. Samuel Fillon, fondateur de Sommelier du Parfum. Opinion ou... Ouais, je pense peut-être une recommandation si jamais je devais aujourd'hui remonter une boîte ou si quelqu'un montait une boîte aujourd'hui ou chercher des idées de boîte en fait. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue business mais aussi satisfaisant de s'attaquer à une verticale assez niche qui intéresse pas grand monde plutôt que d'aller sur des boulevards concurrentiels où tu as de la hype à fond mais tu as aussi du coup beaucoup de gens éventuellement très forts qui vont s'en emparer et donc je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première c'est évidemment la compétition. Quand tu es sur un marché ultra concurrentiel, ça veut dire que tu es obligé de lever beaucoup d'argent parce que sinon c'est ton voisin qui va le faire et du coup naturellement il aura plus de ressources et il va te bouffer quoi. C'est assez logique. Et donc ça veut dire aussi plus de stress pour toi, pour tes équipes et bon. Et en fait au-delà de ça, un autre aspect c'est juste d'un point de vue du sens de ce que tu fais. La réalité c'est que quand tu vas sur un boulevard concurrentiel, ton action est très substituable. Si t'étais pas là, t'as la personne à côté de toi qui va prendre ta part de marché et tout va bien se passer pour ton client infini. À l'inverse, si t'es sur une niche où t'as finalement personne, où les gens font les choses très différemment de ce que tu fais, tu peux te dire d'une certaine façon que là, en fait, ton travail a un sens, parce que si t'étais pas là, ton client, en fait, il a pas accès à ton service, et ni à un service substituable similaire. Il va avoir juste accès à ce qu'il fait, enfin, ses workflows actuels. Et ça, je pense que d'un point de vue juste, sens, c'est assez important. En tout cas, moi, c'est un truc qui me plaît bien, en fait, dans le fait de travailler sur, encore une fois, une niche qui n'intéresse pas beaucoup les ingénieurs, en général. Après, je pense que tout dépend... Déjà, t'as pas deux boîtes identiques. Et tout dépend de ce que tu attends de l'aventure entrepreneuriale. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire des licornes.
et tant mieux pour eux. Je pense qu'il n'y a pas de problème à vouloir créer des licornes. Mais je pense que beaucoup de gens montent des boîtes en sortant leur playbook de comment on monte une boîte. Et du coup, ils voient que pour monter une boîte, il faut lever beaucoup d'argent le plus vite possible. Et ensuite, tu lèves encore plus d'argent, etc. Et je pense que souvent, parce que personne n'a vraiment intérêt, si tu veux, à ce que les gens se posent cette question aussi, hein, mais la question peut être posée de est-ce que tu as besoin de lever de l'argent ? Est-ce que tu connais les implications de lever de l'argent en termes de perte de contrôle, en termes d'avoir des conditions un peu nulles qui font que si le marché se pète la gueule, tu vas du coup prendre la flotte. Et donc je pense que de temps en temps, c'est bien pour les gens qui se lancent de savoir ce qu'il y a entre les lignes du playbook, justement. Bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science.